Donc nous attaquons la deuxième partie de cet après-midi et nous allons commencer par remercier très sincèrement et très chaleureusement Monsieur Cagnac qui vient donc au nom de l'AFPA nous présenter les compétences et parcours professionnels qui ont été mis en place au sein de son organisation. Donc, Monsieur Cagnac, c'est à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis donc le DRH de l'AFPA. Ça fait un petit peu moins de 2 ans, bientôt 2 ans que je suis ce DRH. Auparavant, j'ai un parcours professionnel de 36 années, exercé dans le BTP, chez Bouygues, dans la construction, dans l'automobile, pardon, chez Valeo, et puis en 3e dans les médias, dans une société qui s'appelle Giraudy. Ce que je vous propose d'aborder avec vous, c'est ce que je vois que l'on fait à l'AFPA, ce que je crois qu'on devrait faire, et vous allez voir qu'il y a encore des pas, ce qu'on est en train de construire, et puis plus globalement d'échanger avec vous, de partager sur tout ce qui concerne les compétences et les parcours professionnels, parce que je pense que c'est vraiment une clé de beaucoup de choses, et vous allez voir que ça commence, ce que je voulais partager avec vous, c'était une prise de conscience des enjeux, mais aussi des risques qui pèsent sur toutes ces notions et qui sont pourtant extrêmement importantes pour, je dirais, avoir les bonnes personnes aux bons endroits qui répondent aux bons besoins. Alors, les vraies questions et les vrais enjeux, j'ai essayé d'en mettre quelques-uns. Je pense que vous avez exactement les mêmes contraintes que celles que je vais vous exposer. Elles peuvent être même parfois personnelles au-delà d'être professionnelles. Je crois tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans un monde qui est marqué par une transformation permanente. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on ne parle plus de crise, finalement, ou alors vous la mettez au singulier. On est en crise de manière permanente. Ce qui était vrai hier change régulièrement. Et bien évidemment que ça a des impacts sur les besoins de nos clients. Qui ont des besoins courts, longs, immédiats en tout cas, et puis ça va plus être les mêmes, ça peut être les mêmes demain. C'est ça aujourd'hui la vraie vie. Et puis on constate quand même qu'il y a une déconnexion qui existe entre les emplois qui sont proposés à l'AFPA comme ailleurs, comme ceux que vous pouvez proposer, mais comme tous ceux qui ont des emplois à proposer le font, et puis les compétences qui sont disponibles. Et je veux dire tout de suite que ça ne touche pas uniquement l'hôtellerie, le domaine de la santé, voilà, tous ces métiers qui ont été fortement impactés par le Covid. On voit qu'au-delà de ça, il y a bien évidemment une problématique de compétences qui est en train d'émerger. Est-ce qu'on peut d'ailleurs dire qu'il y a plus une crise des compétences qu'une crise de l'emploi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis assez convaincu personnellement que si on résout la crise des compétences, on a plus de chances de répondre au sujet de l'emploi. Ça pose effectivement des soucis parce que quand on regarde bien tout ça, est-ce qu'on a bien conscience tous que le non-renouvellement de ces compétences en temps réel par rapport à ce qu'on nous demande, la commande qui nous est adressée, est-ce qu'on a bien conscience que ça peut devenir une crise d'un métier? Quand je dis la crise d'un métier, je vais pousser le raisonnement assez loin. C'est de dire, c'est pas simplement est-ce que mon métier, je le fais... Est-ce que finalement il sert à quelque chose? Est-ce que mon métier, je suis performant dans mon métier? Mais c'est même de se poser la question à un moment donné, si le métier, on a encore des personnes qui sont capables de le tenir, l'employabilité, et le métier peut peut-être même disparaître. Et on voit bien qu'il y a une notion qui dépasse simplement la compétitivité économique. C'est qu'à un moment donné, est-ce que finalement, je suis capable de montrer que mon métier a une valeur ajoutée? Si je ne suis pas capable d'avoir des personnes compétentes, effectivement, peut-être qu'on ira s'adresser ailleurs, mais peut-être qu'on se posera des questions complètement différentes qui vont aller jusqu'à l'emploi et l'utilité d'un métier. Deuxième sujet, je crois qu'il faut bien voir aussi qu'il y a un lien, je pense que c'est ça aujourd'hui que je voulais aussi bien vous exposer, il y a un lien entre des postes, l'adaptation des compétences, les évolutions professionnelles, les systèmes de classification, et puis évidemment les rémunérations, dans un contexte, je pense qu'on partagera tout à l'heure, mais je pense que le mien ressemble beaucoup au vôtre.
Et puis, voilà, aujourd'hui, alors j'aime pas trop ce langage guerrier qui est un peu à la mode en ce moment, mais le mot de se réarmer en matière de compétences, il me semble assez clé pour nos emplois. Et je vais dire tout de suite quelque chose qui me semble aussi important, c'est on a beaucoup parlé des soft skills, voilà, les fameuses compétences transverses, le savoir-être, bon voilà, tout ce qu'on connaît. À l'AFPA, quand je regarde le nombre de compétences transverses, soft skills qu'on a identifiées, je crois qu'on doit être à une grille de 81. Je dis, mais c'est... Voilà. Et puis quand je regarde les compétences métiers, ben, il y a quasiment plus, on ne s'intéresse plus aux compétences métiers. Et moi, ça me pose quand même un souci, parce que j'ai le sentiment que pour faire un métier, bien évidemment qu'il y a des compétences qui sont transverses et qui sont indispensables, mais que si à un moment donné, on ne maîtrise pas le geste, que ce soit au sens figuré ou au sens propre, il y a quand même un souci. Je vous invite à faire intervenir chez vous un peintre qui aurait effectivement beaucoup de soft skills, mais qui ne saurait pas peindre. Bon, voilà, donc sinon je le fais moi-même, ça donnera à peu près le même résultat. Donc je pense que cette notion de compétence métier, on est en train un petit peu de l'oublier. Donc en fait, la question que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est de dire, bah, finalement, plus que d'imaginer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que certains secteurs avaient une crise de l'emploi, je pense personnellement que tous les secteurs vont avoir affaire à, j'ai mis risque 2, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est déjà dans une crise de la compétence. Et comment est-ce qu'on peut y répondre, effectivement, pour répondre aux besoins de nos clients, répondre aux besoins de nos organisations, et puis quelque part que nos collaborateurs s'y retrouvent également. Ma présentation est en 4 points. Je vais vous dire quelques mots de l'AFPA, parce que il faut bien remettre tout ça dans un contexte. Je vous présenterai l'état des lieux de ce qu'on a pu, nous, se poser effectivement comme constat. Le plan d'action qu'on a mis et qu'on met en œuvre, et je pense qu'il y a encore des choses que chaque jour on en invente des nouvelles pour essayer de répondre, et puis une très rapide conclusion. Si je vous pose la question, si vous connaissez l'AFPA, je vais vous poser une autre question qui est, connaissez-vous vraiment l'AFPA? Parce que l'AFPA, c'est une vieille dame vue dans l'imaginaire de chacun, qui a 80 ans, et tout le monde se dit, bah ouais, je connais l'AFPA. Bon. Et quand je regarde les films de l'AFPA ou les photos de l'AFPA, des années 50, 60, donc les maçons arrivaient avec une petite moustache, les cheveux bien coupés, ils avaient un costume, ils avaient même une cravate. C'était les gens qu'on recevait à l'AFPA. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même public que l'on reçoit. On reçoit beaucoup de gens qui sont complètement perdus. Beaucoup de personnes qui sont bien évidemment sans emploi, ou sans orientation quand on parle des jeunes, des gens qui viennent du Soudan, de l'Afghanistan, qui ont des histoires assez tristes et en même temps étonnantes, des gens qui sont confrontés à la violence, des gens qui sont confrontés à la drogue, des gens qui sont confrontés à des problèmes d'argent, des gens qui sont confrontés à des problèmes de logement. Et finalement, c'est quand même ça aujourd'hui le public principal de l'AFPA. Il y a aussi bien évidemment des gens qui savent parfaitement ce qu'ils veulent faire, des réorientations professionnelles, mais on a une population qui a changé. L'AFPA a dû changer parce qu'effectivement le monde a changé, le besoin des entreprises a bien évidemment a bien évolué. On est un EPIC depuis 2017, donc on a un statut un peu étonnant, puisqu'on a 2 ministères de tutelle qui sont effectivement Bercy et le ministère du Travail, et puis en même temps on a un statut privé. On est le premier acteur de la formation professionnelle. On a en équivalent ETP 6400 personnes, ce qui doit faire à peu près en termes d'inscrits autour de 6800 personnes. Sur ces 6004, retenez qu'il y a à peu près 5200 CDI, 1200 CDD, je vais le dire après, mais quand on dit 1200 CDD, ça veut dire qu'il en passe à peu près le double dans une année, parce que par définition, le CDD ne devrait pas avoir une vocation à rester si longtemps. Bon, puis on rajoute des intérimaires et on rajoute des prestataires formation, ce qui fait que même le total est au-delà de 6004 et qu'on peut plutôt être autour des 7000. On accueille 155 000 personnes par an, donc comme je vous l'ai dit, avec
des parcours extrêmement différents, des gens qui ont minimum 16 ans, puisqu'on accueille des jeunes en rupture scolaire qui ont 16 ans, et puis on accueille des publics, alors ça va pas comme Tintin jusqu'à 77 ans, mais on peut accueillir des gens qui ont plus de 60 ans. Particularité de l'AFPA, c'est qu'on est implanté sur 126 centres. Donc vous imaginez que ça fait minimum un centre par département et même plus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, notre vocation, c'est d'accompagner chacun dans son parcours professionnel et d'abord dans son projet professionnel, parce qu'il n'y a pas de parcours sans projet. L'insertion professionnelle est extrêmement importante, parce qu'effectivement, on est sur des publics qui sont, comme je vous disais, très éloignés de l'emploi. On a une vocation, si c'est l'emploi, c'est effectivement fournir aux entreprises les ressources dont elles ont besoin, et on s'intéresse beaucoup effectivement dans ce cadre-là aux compétences émergentes, puisqu'il y a beaucoup de métiers, on en parlait, j'étais encore dans une réunion ce matin où on parlait d'hydrogène par exemple, beaucoup de métiers qui sont en train d'évoluer. Autre particularité de l'AFPA, palette de ce que l'on couvre, on couvre plus de 250 métiers, c'est quand même assez important, donc vous imaginez le nombre de spécialités ou de spécialistes qu'il faut derrière pour pouvoir enseigner tout ça. Quelques chiffres qui sont importants pour nous. Il y a presque 83% des gens qui viennent chez nous et qui vont passer un titre professionnel, qui réussissent à l'examen professionnel. Et la deuxième chose, puisqu'on a vocation à permettre derrière à des gens qui sont chez nous de retrouver ou de l'emploi, eh ben on a aujourd'hui 3 personnes sur 4 qui, au bout de 6 mois, soit sont en CDI, soit sont dans un CDD d'une durée de plus de 6 mois. Donc ça, c'est quand même important en termes de savoir quels sont nos résultats. Un dernier mot sur l'AFPA. On a 3500 formateurs, donc vous voyez à peu près la moitié de l'effectif, ce sont des formateurs. Problématique, à peu près 30% d'entre eux sont des gens qu'on n'a pas forcément en CDI, qu'on n'a pas dans la durée. Et donc en termes de sélection, en termes de s'assurer qualité, de s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui ressemblent exactement à nos formateurs, c'est pas tout à fait l'idéal. Après, vous me diriez, mais pourquoi vous les embauchez pas? J'ai des plafonds d'emploi, voilà. Donc je fais avec les plafonds d'emploi qu'on nous octroie. Pour être formateur, je précise effectivement 5 ans d'expérience minimum. On a baissé parce qu'à une époque, je crois que c'était 10 ou 15 ans. En tout cas, depuis, j'ai connu que 5 ans d'expérience minimum, mais on a beaucoup de personnes en deuxième partie de carrière, ce qui explique que la population de l'AFPA en moyenne d'âge est au-dessus un peu plus haut qu'une quarantaine d'années. On est plutôt 46, 47 si vous voulez. J'ai même 15% de mes effectifs qui ont aujourd'hui plus de 60 ans. Je rêve de l'index senior parce que je pense qu'on aurait un très bon score. Voilà. Qu'est-ce que l'on a fait comme constat? Les constats, c'est d'abord, parce que ça part de là, effectivement, les besoins de nos clients. Je l'ai dit tout à l'heure, nos clients ont des besoins qui sont extrêmement différents les uns des autres, qui peuvent être ceux d'hier, ne sont plus ceux de demain. On nous explique à un moment donné que le titre c'est très bien, puis à un moment donné, non, il faut des gens qui fassent des petits modules, des formations beaucoup plus courtes. Bien évidemment, comme une partie de la commande est publique et elle descend des régions, chaque région a aussi ses focus, mais même quand on retrouve les mêmes métiers, c'est pas tout à fait les mêmes réponses qu'il faut apporter. C'est la régionalisation, c'est comme ça, mais c'est important aussi d'être proche des territoires. On voit bien que la variation des besoins, si vous voulez, est tellement importante aussi qu'on a des moments où on n'a pas de formateur à mettre en face des besoins. On ne sait pas répondre même parfois à des besoins qui sont exprimés parce que les besoins vont plus vite, je veux dire, que notre capacité d'adaptation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Bien évidemment, depuis que l'AFPA est rentré dans le monde de la concurrence, ça c'était depuis une
dizaine d'années, mais c'est encore compliqué, un petit peu plus de 10 ans, c'est encore compliqué pour les gens de l'AFPA. Bien évidemment, tout est remis en cause régulièrement. C'est un marché que vous gagnez, comment est-ce que vous arrivez à capitaliser dessus dans la durée, mais ça pose aussi la question derrière des compétences, de l'emploi, de l'employabilité de tous nos personnels, quand effectivement, du jour au lendemain, on se retrouve avec des gens qui étaient cuisiniers, formateurs cuisiniers depuis 10 ans, et on perd un marché, et bien évidemment que le temps de retrouver des apprentis qui vont compléter au fur et à mesure une promotion, qu'est-ce que je fais de ce formateur pendant plusieurs mois. Paradoxalement aussi, on a des difficultés à trouver des stagiaires. Alors là, c'est... Voilà, mais c'est pas que la faute, au chômage. Alors il y a une partie, bien sûr, s'il y a un bon taux de chômage, nous on a moins de particularités, de facilité à trouver du monde. Mais au-delà de ça, c'est bien évidemment qu'il y a une inadéquation entre les volontés d'orientation, de choix professionnels que chacun a envie de faire. Je suis sûr que dans votre famille aujourd'hui, vous avez tous beaucoup plus de bac plus 5 que de gens qui ont un CAP. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, mais ça ne correspond pas au monde économique. Donc j'ai un petit souci, si vous voulez, c'est que j'ai un paradoxe. Je peux me retrouver de plus en plus avec, dans une main, des formateurs qui se retrouvent sans activité, c'est même plus en sous-activité, c'est même sans activité, et dans le même moment, j'ai mes équipes RH qui doivent retrouver des CDD pour aller sur les métiers où on n'est pas capable, nous, de faire le job. Il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre dans ce monde-là. Quand je regarde les constats sur l'emploi, plus que sur le marché externe, c'est l'emploi externe. Moi, j'ai la chance finalement d'avoir un taux de démission qui est très bas. Je suis loin de la grande démission. J'ai un taux de démission à 2,6%. Et en plus, c'est pas sur les métiers, sur des métiers de formateurs où ça monte. C'est le plus haut que j'ai, vous voyez, c'est sur le management, puisque effectivement, que vous soyez directeur d'un centre AFPA ou vous pouvez aller faire le même métier ailleurs, je me retrouve avec des taux à 4,5. Bon, donc j'ai pas ce phénomène, là. Mais en même temps, j'ai des gens qui s'en vont en retraite ou autres. J'ai quand même près de 500 recrutements qui se sont déroulés sur l'année 2023. Et puis je vous disais tout à l'heure, j'ai 1200 CDD qui sont présents en moyenne annuelle, et 1200 CDD. J'ai plutôt la faiblesse de croire que ça fait 2500 personnes différentes qui passent chez nous, et comme je le disais, plus l'intérim, plus des prestataires formation. On a un marché de l'emploi, effectivement, qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre puisqu'il y a peu de monde, mais plus que pas avoir qu'il y ait peu de monde qui soit disponible ou qui recherche un boulot, même quand on trouve du monde, le sujet de la compétence, d'où ma première réflexion que je vous ai partagée, le sujet de la compétence est devenu quand même un vrai sujet. Et finalement, il y a un déséquilibre entre ce que nous, on attend et puis ce que le marché de l'emploi est capable de nous proposer, pas seulement en nombre, mais en qualitatif. Vous pouvez mettre tous les bacs plus 5 du monde dans la Terre, ça ne va pas faire forcément que la pyramide des compétences, elle va vraiment augmenter dans la partie qui intéresse tout le monde. Et ça, c'est un vrai souci. De façon un peu triviale, je dis parfois à mes équipes, on n'est pas là pour embaucher des cloches. Je ne dis pas qu'il y a des cloches sur le marché, mais en tout cas, je dis qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui correspondent aux besoins que l'on peut avoir. Raison de plus pour s'interroger sur ce qu'on fait pour nos propres équipes et comment on peut effectivement répondre à ce besoin par l'interne plutôt que par l'externe. Je n'ai pas un problème de rémunération. Vous verrez après, bien que nos salaires n'aient pas augmenté pendant de très nombreuses années, quand aujourd'hui je fais le calcul de l'année 2023, et merci de m'avoir donné l'occasion de le faire pour vous, mais on l'aurait fait dans quelques semaines, mais finalement la moyenne des rémunérations des gens qui rentrent chez nous est 12,7 aujourd'hui inférieure à ceux qui sortent. Voilà. Donc finalement, et j'ai beaucoup de gens qui pensent chez nous, mais on paye pas assez cher, tout ça.
je paye au prix du marché. Alors déjà, j'ai commencé par dire, il y a un marché, voilà, et le marché est très variable, hein, tout le monde est assez conscient que d'être formateur dans un métier assez courant et en maîtrisant qu'une seule compétence au Puy-en-Velay, ça ne vaut pas exactement la même chose pour moi qu'un formateur rare, par exemple en chimie, qui serait à la frontière suisse. Bon, et on a ces soucis-là, bien évidemment. Mais globalement, je ne considère pas que le marché de l'emploi ici, ce soit qu'un problème de rémunération. Voilà, donc vous voyez que mes besoins en recrutement, ce sont d'abord des besoins en compétences. Ça, c'est la vue extérieure. Quand je regarde l'interne, alors là, je fais un saut dans les années, je sais pas, 50, 60, 70, voilà, mais comme beaucoup. La convention, alors j'ai pas de convention collective à l'AFPA, puisque nous ne pouvons pas adhérer à une convention collective, puisqu'il y en a une qui existe, mais qui est celle la plus proche, est celle des entreprises privées de la formation, mais par définition, c'est écrit privé, donc un EPIC ne peut pas s'y joindre, ce qui nous oblige à avoir notre propre domaine social, notre propre périmètre social, et on a hérité d'une classification du temps où on était avant qu'on soit un EPIC. Et donc, j'ai une classification qui ne veut strictement rien dire. Il y a 17 niveaux dedans. En vérité, on en utilise 4 de moins. Vous regardez les postes, je pense qu'il y a des gens qui devraient se retrouver au-dessus, qui se retrouvent en dessous. Enfin, c'est daté, c'est déstructuré. Voilà, je vais vous expliquer après ce qu'on fait. La grille des rémunérations, très clairement, à un moment donné, j'ai dit, bon, vous arrêtez d'imaginer que c'est la grille d'embauche, ça ne sert à rien. C'est devenu puisqu'elle n'a pas évolué depuis 2010. Voilà, et les salaires ont évolué, le marché a évolué. Donc j'ai dit à mes équipes, vous considérez que le prix, c'est la valeur marché. Et puis on va faire de cette grille des rémunérations, une grille des minima. Et puis c'est ce qui fait où on calcule la prime d'ancienneté dessus, mais ça s'arrêtera là. On a vécu, j'ai cru comprendre que vous aviez un peu connu les mêmes choses, 10 ans de gel de salaire jusqu'en 2021, et puis une politique salariale qui a été très encadrée depuis 2021 et en deçà, enfin 2022 pardon, et qui est en deçà de l'inflation. Politique salariale qui d'ailleurs est datée. Voilà, on vous explique, en tout cas on nous expliquait que voilà, une promotion, il ne fallait pas donner plus de 3%. Alors la règle avait été écrite en 1998, si j'ai bonne mémoire. Donc inflation à l'époque, je ne sais plus, 0,8 ou 0,8%, quelque chose comme ça. Donc 3, c'était bien. On ne pouvait pas en faire une règle immuable. Si on prenait une promotion, on touchait 3%, mais on ne prenait pas les augmentations de salaire qui suivaient. On ne s'occupait pas vraiment de la localisation, des compétences, effectivement, comme je le disais, importante ou pas importante, vous maîtrisez plusieurs métiers ou pas, on ne s'intéresse pas vraiment à ça. J'ai pas de PE, j'ai pas de format d'intéressement, j'ai pas de choses comme ça. Voilà. Et en même temps, par le jeu de l'interne, des promotions internes, de compter sur les compétences internes et de les accompagner, vous voyez qu'on a un chiffre, quand je regarde le chiffre d'augmentation réelle. Alors mes organisations syndicales ont un peu du mal à nous croire, mais c'est quand même le chiffre réel. Mon chiffre réel d'augmentation des présents sur l'année 2023, il est à 4,6%. Voilà. Alors, vous voyez, c'est plein de paradoxes. Si je continue, c'est le dernier slide avant de passer à ce que l'on a fait. Mes compétences internes, elles sont comment? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a accordé je ne vais pas dire trop de place aux soft skills, mais en tout cas pas assez de place aux compétences métiers. Je pense qu'on a un besoin de développement de la polyvalence et de la polycompétence. Je m'explique, je rêve du maçon informaticien. Voilà, quelqu'un qui serait capable de faire 2 compétences totalement différentes. Alors je dis ça pour marquer les esprits et ça a bien fait rire dans mon comité de direction. Et puis un jour, je suis revenu de Rouen, j'avais trouvé un cuisinier informaticien. Voilà. Quelqu'un qui avait perdu tout son business. Je poursuis l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On perd un marché du conseil, je sais plus, c'est régional ou quelque chose comme ça. La personne se retrouve sans rien. Et il vient de lui-même voir les équipes en disant « Je sais qu'on accueille des jeunes, c'est plus de la formation, c'est de l'accompagnement. Je sais qu'il faut leur expliquer un peu les initier à l'informatique parce que tout le monde n'est pas sur un portable toute la journée en sachant s'en servir, manifestement. » Et il dit « Je pense que
si vous me testez, vous devriez voir que j'ai peut-être les compétences pour pouvoir expliquer les choses. Et peut-être que nous, on a entendu aussi, bah tiens, il y a un CDD, sinon on allait chercher un CDD et on gère aussi un peu mieux comme ça. Je préfère avoir nos équipes qui sont employables et qui défendent leurs emplois plutôt que d'avoir effectivement des CDD et à côté de ça, quelqu'un qui est très inquiet de ce qu'il va devenir. Alors c'est une solution temporaire, bien évidemment. Il y a son métier de cuisinier qui est quand même important, mais je pourrais vous citer d'autres exemples. Un maçon qui maîtrise aussi qui fait aussi plaquiste et VRD, ça nous intéresse beaucoup plus, bien évidemment, que quelqu'un qui ne fait que maçon. Pour remplir un stage, c'est quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce sujet-là? On a donc constaté qu'on avait besoin de recréer des formations communes, des formations métiers, parce que c'est aussi le ciment d'une culture commune au-delà des compétences professionnelles. Et je pense également que c'est extrêmement important de redonner par la gestion des compétences, de la visibilité sur les parcours professionnels. Aujourd'hui, notre grille de classification fait que si je rentre à l'AFPA à 30 ans, j'ai de fortes chances de faire un métier qui a évolué, bien évidemment, 30 ans plus tard, mais finalement, je risque d'avoir toujours le même niveau de classification. Franchement, c'est pas très reconnaissant. Je pense qu'on avait, je vais y revenir après, mais des entretiens professionnels étaient complètement sous-développés, donc par définition sous-exploités. Et puis, on a des moyens financiers, puisque j'ai un plan de formation qui, en gros, tourne à peu près autour de 5% de la masse salariale. La moitié, en gros, donc c'est des coupés d'AJUC. Le reste, c'est des salaires, des frais d'hébergement, de déplacement, ce qui est quand même plutôt assez bien. Mais pour un organisme de formation professionnelle, honnêtement, je peux le partager avec vous, je dis souvent à mes équipes, j'ai l'impression d'être quand même le cordonnier, c'est l'histoire du cordonnier. Voilà, je n'ai pas le sentiment qu'on soit super performant. Aujourd'hui, on a des moyens, mais je ne suis pas sûr qu'on les utilise correctement. Voilà, donc vous voyez bien que des enjeux forts sur nos populations, avec des moyens financiers, mais peut-être pas exactement les résultats qu'on a attendus. Le plan d'action. D'abord, je pense qu'il faut affirmer quelque chose. Alors, attendez, hop, non, je suis allé un peu vite. Je reviens un coup en arrière. Voilà. On a mis en place une politique RH et avec 3 thématiques, dont l'une, ça s'appelle un parcours de vie professionnelle réinventé. J'avais même une de mes collaboratrices qui m'a dit « on aurait pu écrire Réenchanté ». Je lui ai dit « écoute, c'est bien, tu as trouvé le titre pour la prochaine saison, mais on n'en est pas là pour l'instant. Mais si ça produit ce résultat-là, j'en serais très content. Mais il faut effectivement poser les choses, affirmer, écrire, bien montrer. Notre slogan, c'est en interne, vis-à-vis de l'engagement qu'on prend vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est l'AFPA s'engage à vos côtés. Il y a un message. Je sais qu'il peut être parfois déceptif, mais en même temps, c'est quand même ce qu'on doit faire, c'est notre métier. J'ai mis une petite citation de Lénine, mais qui est aussi prêtée à Churchill ou Lao Tse, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a signé un accord GEPP en septembre 22 avec CFDT et la CFE-CGC. Franchement, c'est un... Bon, 50% de ce qu'on a écrit, c'est des choses que l'on faisait ou qu'on a fait depuis. Les autres 50%, c'est encore la feuille de route, c'est l'horizon. Personne ne nous reproche encore aujourd'hui d'avoir signé cet accord et de ne pas pouvoir tenir tous les engagements. Mais comme je le dis, quand il a été signé, il n'y a même pas un timing à l'intérieur. Bon, on essaye de faire ce qu'on a écrit. En tout cas, c'est une belle feuille de route, mais c'est un chantier qui est long, vous allez le voir. Dans les sujets que je voulais vous montrer, qui me semblent importants, j'en ai 9 exemples qui peuvent inspirer ou expliquer les choses. D'abord, effectivement, vous m'avez entendu m'exprimer sur la nouvelle classification. Moi, je considère que les gens qui rentrent chez nous, et parfois ils rentrent par l'alternance,
J'ai 5% de l'alternant depuis cette année, et mon objectif maintenant, c'est de savoir combien j'en embauche sur des jobs qu'on propose à l'AFPA, et j'ai des gens qui sortent en général quand ils ont l'âge de la retraite. Et donc, ça fait quand même un nombre d'années conséquent. Donc, qu'est-ce que je fais pour eux pendant toute cette période-là? Il y a un chemin, c'est le chemin de la vie professionnelle, et ça passe par des choses. Alors, quand on est dans la nouvelle classification, c'est quoi les enjeux? Vous ne pouvez pas vous poser la question de la nouvelle classification sans vous intéresser aux métiers tels qu'ils sont et à l'évolution du métier. Donc, première chose, c'est d'anticiper les évolutions. Nos métiers évoluent, le contenu de nos métiers évolue, la pédagogie aussi évolue. Ce n'est pas seulement ce que l'on enseigne, c'est aussi la pédagogie. Et on doit s'intéresser à tout ça. Mais même mon métier, ressources humaines, bien évidemment, c'est plus exactement le même que celui qu'on pouvait faire il y a 20 ans. Donc il y a des choses effectivement qui bougent. Moi je me sens obligé de me dire que je suis là pour... Je ne sais pas si les gens resteront toute leur vie à l'AFPA, mais je dois tout faire pour que ça se passe ainsi. Après, ils ont le choix bien évidemment d'aller à l'extérieur. Mais je dois être capable de proposer un parcours professionnel au sein de l'AFPA qui est dans mon métier ou qui est hors de mon métier. Je dois renforcer l'implication du collaborateur et du manager dans le processus de développement professionnel qui n'est pas suffisant aujourd'hui. En gros, tant qu'il y a du boulot, tu fais ton boulot et la personne elle-même ne s'interroge pas. Puis le jour où il n'y a pas de boulot, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, il y a quand même des réflexions qu'on peut peut-être avoir en amont. Puis il y a peut-être aussi des évolutions, des plans de succession, des postes à pourvoir, vers quoi on pourrait préparer les gens. Et puis enfin, c'est permettre une politique de classification et de rémunération, les deux vont ensemble, qui sont équitables à poste et à situation comparable. Comme je le redis, voilà, le Puy-en-Velay et la frontière suisse ou la région parisienne, pour moi, il y a quand même quelques nuances. On a travaillé pour faire cette nouvelle classification. Ça fait 2 ans qu'on est sur le sujet, mais vous allez voir pourquoi. On a 6 étapes, donc on travaille sur comment on établit des fiches emploi, on associe des référentiels de compétences, ensuite on parle de classification, on parle de cartographie des compétences, on parle de prospective. Il faut qu'on repositionne, on pèse chaque poste pour pouvoir se dire mais lui, par rapport à tel autre qui n'a rien à voir dans un autre métier, je le positionne comment? Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Et autre chose qui est important, on a créé un observatoire des métiers qui est un genre d'organisme paritaire entre les organisations syndicales, la RH, les métiers, et chaque fois qu'on a fini des travaux, on vient effectivement les présenter devant cet organisme. Cette classification, elle fonctionne comment? On est parti de... c'est un système en entonnoir, vous voyez, je dis c'est long parce que vous voyez, aujourd'hui, à date, on en est à 440 postes à l'AFPA. Donc 6200 personnes, 440 postes identifiés différents. Ça fait beaucoup. Mais tout ça, quand on remonte, on arrive à regrouper tout ça et ça a une importance parce que plus vous regroupez, plus vous arrivez à vous dire, il y a des... pardon, c'est le sens inverse, mais effectivement, il y a des compétences communes, qu'elles soient transverses ou métiers, il y a des compétences communes. Et en haut, on a 3 filières professionnelles qu'on a définies. Il y a la formation, il y a tout ce qui est le développement, c'est pour simplifier, le commerce et le marketing. Et puis, il y a la 3e filière qui est tous les métiers support. Donc, on a travaillé sur cette échelle. Voilà, mais c'est un travail long. Aujourd'hui, on espère finir fin de l'année. Je pense que ça sera extrêmement compliqué, mais je pense qu'on sera plutôt sur une tendance à avoir terminé le travail. Et j'ai des équipes dédiées à ça. Plutôt, je pense, dans, allez, on va dire une année, ça devrait être bon. Ce qui est important aussi, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, on avait 17 paliers dans l'ancienne convention collective, en grille de classification. C'était pas, sur les 17, je vous ai dit, on en employait en vérité 13. Demain, on va passer sur un schéma qui sera à 31. Voilà. Ce qui va redonner un peu plus de souplesse et on s'aperçoit qu'on arrive à peu près à positionner presque chaque métier sur au moins trois niveaux différents. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la professionnalisation du métier de formateur. On vient de réactiver quelque chose, c'est-à-dire pourquoi on l'a abandonné, on ne va pas passer notre temps
à tout analyser. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce que l'on fait, c'est les essais professionnels. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui en formateur à l'AFPA ne rentre sans avoir passé entre 1 à 3 jours d'essais professionnels avec un ingénieur de formation sectorielle, parce qu'on a une direction de l'ingénierie et de la pédagogie, et qui va effectivement valider que la personne est bien compétente. Ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, je vais souvent chercher mon vivier de candidats parmi des gens qu'on a eu en CDD ou en intérim, qu'on les a eu pendant plusieurs mois et qu'on croit qu'ils ont fait du bon travail, puis qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément toutes les compétences pour. Alors ce qui est important, c'est les livrables. C'est-à-dire qu'à l'issue de ça, on a un avis. Alors soit on nous dit vous êtes bien trompé. Je vous donne un exemple. On avait quand même découvert qu'on avait un formateur, je vous cite que des mauvais exemples, mais je vous rassure, il y a plein de choses qui marchent très très bien. Mais on avait quand même un formateur en soudure, juste pour former des gens qui travaillent sur des sous-marins. J'espère que personne n'a des familles sous-mariniers, mais que la personne n'était pas capable elle-même de passer le test de soudure. Vous voyez ? Bon, ça interroge. Alors, bien souvent, je vous rassure, les gaps sont un petit peu plus petits. Et donc, on a des prescriptions obligatoires et des préconisations qui sont moins urgentes. On a un plan d'action et on accompagne la personne. Bien évidemment, on ne peut pas se dire, tiens, je trouve quelqu'un qui est 100% compétent et qui matche avec ce dont j'ai besoin. Ce qui est important, c'est de rentrer quelqu'un qui a le potentiel à apprendre. Voilà, il faut qu'il ait un minimum et ensuite, on va pouvoir l'accompagner. Je continue. On a également le même type de sujet quand on veut faire évoluer quelqu'un en interne. Et ça, c'est devenu de plus en plus indispensable de se dire la compétence que j'ai aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. C'est tout l'enjeu aujourd'hui que l'on travaille. J'ai beaucoup insisté depuis ces derniers mois à l'AFPA sur le fait qu'on a besoin de gens qui soient polyvalents, c'est-à-dire qui soient capables de travailler en dehors de leur aire de mobilité, ou quelqu'un qui soit polycompétent, c'est-à-dire qu'il puisse avoir à son arc dans des métiers proches, c'est mon fameux maçon plaquiste Verdet, des gens qui pouvaient effectivement avoir la même chose, capables de faire plusieurs choses. Quand vous accompagnez des groupes différents, qui ne travaillent pas tous sur au même rythme, vous avez des populations différentes qui viennent parfois de l'alternance, parfois dans le même groupe on peut avoir des gens qui sont là tout le temps, d'autres qui sont là une semaine sur deux. C'est important d'avoir effectivement cette capacité à animer des gens de manière différente. Alors, j'insiste bien sur quelque chose, quand on a des gens qui sont polyvalents, quelqu'un qui peut aller donner un coup de main pour faire de l'accompagnement ou des choses comme ça, on les accompagne, on est en train de tester des formations différentes, des modules différents pour voir ce qui va le mieux, pour dire est-ce que tu es capable de le faire, parce que faire de l'accompagnement social, ça ressemble plus à de l'accompagnement social, et faire de la formation, c'est pas exactement la même chose, même si l'un peut servir derrière, en termes de population, on les retrouve, mais c'est pas si évident que ça non plus. Donc c'est un métier différent, c'est la polyvalence, et quand on a un métier différent, il faut qu'on aide les gens, sinon ils ne se sentent pas légitimes, et c'est plus compliqué. Puis on a également la même chose, on peut avoir des collaborateurs qui ne sont pas des formateurs, et qui disent à un moment donné, moi j'aimerais bien devenir formateur, je fais, je sais pas, le métier de la comptabilité à l'AFPA, et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas devenir formateur en comptabilité à l'AFPA? Troisième outil que l'on a, c'est peut-être celui qui me semble le plus important, c'est le programme de ce qu'on a appelé Talent Formateur. Au-delà d'un joli mot, qu'est-ce que c'est que Talent Formateur? En fait, il ne faut pas qu'on se dise que quelqu'un qui est un bon professionnel est forcément un bon pédagogue. Voilà. C'est comme se dire, tiens, les anciens, c'est eux qui sont capables de transmettre le savoir. Ouais, personnellement, je pense que ce n'est pas une question d'âge pour être capable de transmettre du savoir. Mais en tout cas, c'est notre métier d'apprendre aux gens, à nos équipes, à être les bons pédagogues. Donc, alors on n'est plus à l'époque de l'AFPA où vous passiez, je n'ai jamais compris, c'était 3 mois ou 6 mois à Istres dans une école de formation avant d'aller enseigner. Mais on doit accompagner nos collaborateurs sur des programmes, sur leur capacité à mener des programmes pédagogiques. Et vous voyez qu'on a pour ce faire, en fait, 3 types de parcours qui durent entre 6 et 12 mois selon le type de parcours et qui sont
réservé soit aux nouveaux formateurs, donc c'est ce qu'on appelle le programme Start Formateur, soit aux formateurs en distanciel. Et là, c'est quelque chose de nouveau parce que depuis le Covid, on dispense des formations en 100% distanciel aussi. Donc ça, c'est quand même aussi un métier qui s'apprend. Et puis la troisième chose, c'est peut-être la plus importante aussi, parmi ce qui est important, c'est l'expert formateur. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, si tu veux, on renforce tes compétences et à la sortie, tu auras effectivement une promotion. Donc là, on est vraiment dans un professionnel confirmé, mais qu'on va encore élever à un niveau plus haut. On a fait la même chose. Ce même type de parcours, on l'a décliné pour nos managers. On a à peu près 650 managers. On a créé un deuxième programme de talent qui s'appelle Talent Manager. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce qui nous semble important dans ce programme, c'est qu'on renforce bien évidemment les compétences managériales, mais que c'est aussi une question de culture, de fierté d'appartenance, d'état d'esprit. Enfin, bon, c'est pas à vous, je vais apprendre ça avec les responsabilités que vous avez. On a tous effectivement un rôle d'exemplarité, d'animation, voilà, et de nos équipes. Et dans des phénomènes, dans des époques où il y a beaucoup de transformations, bien évidemment que emmener les gens vers un schéma qui parfois leur fait un petit peu peur parce qu'il est inconnu, aussi c'est un rôle. Et on a dans nos modules, aujourd'hui il y a 3 types de parcours qui existent, dont un qui est réservé à nos futurs managers. Donc on a identifié des personnes où on se dit, on pense qu'ils pourraient devenir effectivement nos futurs managers, et donc on les met dans un parcours. Après, c'est à nous de ne pas les décevoir, et réciproquement, en se disant ils avaient un potentiel, pourvu qu'on ait réussi à le développer et qu'on puisse effectivement les confirmer ensuite comme manager. Mais sinon, vous voyez, on a des parcours, il y a 3 étapes, le manager agile et le manager inspirant. Alors, tout ceci, ça nous amène à ce qu'on appelle chez nous l'université des talents. C'est là encore, on est dans un mot pompeux, mais quitte à l'avoir écrit à un moment donné, il faut l'assumer. Dedans, j'ai 2 modules qui existent à date, le talent formateur et mon talent manager. Je pense que bientôt on pourra faire un talent accompagnateur. Je vous disais tout à l'heure, on est en train de tester des modules, mais demain je voudrais un talent finance, un talent RH, voilà, et je voudrais que les métiers, les directions métiers de l'AFPA se disent si j'ai besoin de professionnels, si j'ai besoin de compétences, moi AFPA, avec des ressources internes ou des ressources extérieures, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place comme programme de formation? Et non pas, pardonnez-moi l'image, mais aujourd'hui, si je dépense beaucoup d'argent en formation, j'ai encore le sentiment que ce n'est pas très structuré et que ça ressemble beaucoup à ma maman quand elle recevait à la maison le catalogue La Redoute. Et là, d'un seul coup, tout le monde plongeait dans le catalogue de La Redoute et on se disait de quoi j'ai besoin. Quelques minutes avant, on n'avait besoin de rien, mais là, d'un seul coup, voilà. Et ça me plaît. Mais non, on ne fait pas seulement... C'est mieux si ça plaît. Mais si on peut aussi avoir quelque chose d'utile, si vous voulez, quand il pleut, j'aimerais mieux avoir un kawaii qu'un maillot de bain. Ça serait plus utile. Mais il y a des gens qui peuvent vous dire, moi j'aime bien le maillot de bain, il est beau. Ouais, mais... Bon, puis il y a des gens qui vous disent, j'ai besoin de rien. Je reviendrai sur le j'ai besoin de rien, parce que c'est souvent le manager qui dit à la personne qu'elle a besoin de rien. Ça, c'était pour l'Université des Talents, donc ça, c'était un joli projet. Et puis, des choses qu'on a changées également, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, je vous rappelle également un entretien tous les 2 ans où on devrait parler du futur professionnel, on devrait surtout parler de compétences. Et nous, on le faisait en même temps que ça s'appelle chez nous l'entretien d'activité, d'autres diraient de performance, d'objectifs, j'en sais rien. Donc, depuis cette année, on a décidé qu'on allait le couper. Parce que, bien évidemment, ce qui se passait aujourd'hui, c'était tu as des bons résultats. Donc, en termes de compétences, de besoins, tu n'as besoin de rien. C'est évident. Hein, et puis, ça va durer comme ça jusqu'à ce qu'il se casse la figure. Alors, on dira, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon. Donc, on a dit, il y a 2 moments différents. Fixer des objectifs, évaluer des objectifs, ça me semble un peu différent que de dire,
tiens, c'est quoi tes compétences par rapport au poste que tu occupes? Est-ce que tu es aux attendus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te mettes au niveau attendu? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager avec toi pour te faire encore progresser peut-être sur une promotion, changer de job? Voilà, puisqu'on a des passerelles qui peuvent exister avec les grilles de compétences, ça doit marcher. Et puis on a essayé de le faire tous les ans, parce que ce n'est pas seulement tous les 2 ans qu'on doit se poser la question de savoir si mon collaborateur il a besoin de quelque chose. 2 ans, c'est super long. 2 ans. 2 ans, on ne va pas perdre 2 ans pour dire à quelqu'un, tiens, on a découvert que tu avais du potentiel, et on ne va pas perdre non plus 2 ans à dire à quelqu'un, tiens, tu aurais peut-être besoin pour un petit peu d'aider. Il existe des outils. Et puis on a un deuxième outil qui se développe petit à petit, c'est pour ça que j'ai mis ça au futur, qui s'appelle AFPA Talent. On fait beaucoup de talent, bon, en fait c'est un SIRH, et l'idée c'est qu'on puisse trouver dans ce système, mettre à la disposition de tout le monde, bah, effectivement, toutes les grilles de compétences, que les gens puissent se positionner avec ou sans le manager, mesurer où ils en sont, et qu'on puisse proposer, un petit peu, on va dire que c'est de l'intelligence artificielle, mais enfin bon, c'est jamais qu'une ficelle qu'on tire, de dire, bah tiens, on pourrait peut-être faire ça comme préconisation. C'est de la formation, c'est pas de la formation. Je pense aussi beaucoup, je suis très adepte de ce que j'appelle l'exposition. C'est-à-dire, je mets quand les gens en situation de faire quelque chose. Voilà, on a tous, souvenez-vous, ça va vous revenir, le moment où quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être vos parents, c'est peut-être votre patron, vous a dit, je vous fais confiance, ça, et voilà, et on te confie ce poste-là. Prenez l'image juste de quelqu'un en vélo. Hein, un enfant, les petits trous, vous enlevez les petits trous, vous êtes à côté, vous le tenez, parce que sinon il va un peu se casser la figure, puis rapidement, bah, vous êtes 200 mètres derrière parce qu'il pédale et puis que vous êtes à pied. C'est ça qu'on doit faire, c'est ça notre boulot à nous. Voilà. Un petit mot rapide sur les rémunérations. Ouais, j'ai presque terminé, je vais très vite. On a mis, quand on faisait plus de promotion, bah, à un moment donné, on a décidé que les gens qui avaient de l'ancienneté méritaient de passer le niveau au-dessus pour débloquer le système temporairement. Donc on a dit que les gens qui avaient 3 ans d'ancienneté, eh ben, s'ils s'engageaient à faire le module, et ils le font, de talent formateur, on faisait confiance, on donnait d'abord la promotion et ils faisaient le module ensuite. La règle des augmentations salariales qui était plafonnée à 3% en cas d'augmentation, bah, j'y peux rien, l'inflation elle n'est pas à 3%. Donc on a dit, ça sera plus que 3%, c'est 3% minimum, mais ça peut être plus. Et 2, vous pouvez le cumuler avec les augmentations salariales qui seraient données éventuellement au cours de l'année. Et on a transformé, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos grilles de rémunération en grilles des salaires minima. Et puis chaque évolution interne, on en profite pour se poser la question, est-ce que la personne est bien positionnée? Parce que historiquement, s'il n'y avait pas de promotion, on ne regardait pas le salaire. Voilà. Et puis sur les salaires, on regarde aussi des choses pour pouvoir faire des choses, comparer ce qui est comparable, des études internes. Alors on est en train de catégoriser tous nos centres, parce qu'un gros centre et un petit centre, c'est pas exactement la même chose. Une grosse région, une petite région, c'est pas la même chose. Et puis je travaille avec un cabinet extérieur qui est Deloitte pour leur dire, bah voilà, faites-moi une carte de France avec ce qui vaut 100 à tel endroit, ça vaut 105, ça vaut peut-être 85 ailleurs, mais j'aimerais bien le savoir. Même pas métier par métier, mais au moins valeur réelle. Les valeurs marché, c'est quoi? Et puis on travaille sur quels pourraient être les périphériques de la rémunération. Voilà. Et puis les seniors, voilà, j'arrive au bout du chemin. Les seniors, j'ai un dispositif aujourd'hui qui ne marche pas, et pourtant il est bien, parce qu'il dit que vous pouvez passer partir en retraite, partir en activité partielle, réduire votre temps d'activité et on maintient les cotisations retraite 3 ans ou 2 ans, ça dépend si vous êtes ou pas dans le régime de la retraite progressive légale, avant. Et puis quand on le regarde bien, j'ai que 3% d'adhérents parmi la population cible. Et puis en plus, j'ai une réforme des retraites qui est arrivée et qui va faire qu'en fait, comme on avait écrit ça par rapport à un âge, plus personne ne pourrait partir si je ne change pas mon accord. Donc on est en train de renégocier. On se dit d'abord que les 2 dispositifs, ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut passer de l'un à l'autre. Au total, on pourrait rester 5 ans, mais on se dit, voilà, selon les droits, en tout cas, vous pourrez rester 5 ans dans un dispositif. Pourquoi ça ne marchait pas? On s'est aperçu quand même que les gens qui étaient en forfait jour, l'accord ne permettait pas qu'ils y accèdent. Et puis encore pire, les formateurs, on n'avait pas prévu qu'on pouvait gérer le temps sur l'année. On le gère sur la semaine. Donc vous imaginez bien comme moi qu'un formateur, on va dire, tiens, alors moi j'aimerais bien être à mi-temps. Non, ça ne marche pas parce qu'on est rarement des stagiaires à mi-temps sur la semaine. C'est tout idiot, mais on l'avait écrit comme ça. Donc évidemment, après on dit, c'est écrit, donc ça ne marche pas. Voilà,
mon dernier slide de conclusion. J'ai fait du Lénine. Alors, je vous ai mis une petite phrase de Churchill. Il y a un moment donné, je vous disais tout à l'heure, je faisais appel à vos souvenirs personnels, il y a quelqu'un qui est venu vous dire c'est ton moment, c'est pour toi, tu le mérites, j'y crois. Et Churchill avait rajouté, mais quelle tragédie s'il n'est pas préparé ou n'est pas qualifié pour ce qui aurait dû être sa plus belle heure. Voilà. Et puis, comme il faut mettre un pendant à Churchill, je vous ai mis quelques slogans de mai 68, qui me semblent être, je ne sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, c'était... Je me suis dit que le rôle, mon rôle, votre rôle, c'était effectivement de se dire qu'il y avait des choses impossibles, mais qu'on pouvait peut-être essayer de les rendre possibles, d'y croire et de les rendre possibles. Alors, tout ne marche pas, on ne change pas tout, c'est compliqué, mais je pense que c'est notre boulot à tous dans cette salle. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention riche et assez transparente sur le process interne de l'AFPA. Si j'ai quelques éléments à retenir, le groupe AFPA, c'est le groupe CFPPA en termes d'effectifs. Bon, le groupe CFPPA est un peu moins riche que le groupe AFPA, mais ça, c'est pas grave. On a 200 millions d'activités en moins. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, je trouve, et ce que je constate, on n'a pas préparé l'intervention en amont, hein, donc mes propos sont un vrai constat par rapport à cela, c'est qu'on en est à peu près au même point dans la réflexion quant à la situation des 6 000 ou 7 000 collaborateurs que nous avons, sur comment est-ce qu'on repense le parcours professionnel, comment est-ce qu'on requalifie les missions. Nous, on vient de sortir les 15 fiches missions identifiées dans les établissements pour les intégrer et les décliner dans les fiches de poste. Comment on requalifie le cadre d'emploi local et comment on redonne des marges de manœuvre via la rémunération sur la valorisation des compétences et où cette évolution. D'autres questions sont encore à poser et je vous propose de répondre à quelques questions dans la salle et puis avant la deuxième intervention. Bonjour. Ça marche là ? Ouais, c'est bon. Bonjour, donc Frédéric Verrasseur, je suis le directeur du CFPPA Arèche-Comminges. Donc la première chose, j'ai une soudaine envie de vous embrasser. Voilà, parce que je me retrouve pleinement dans ce que vous présentez. Alors j'ai plein de questions et je ne sais pas par quoi commencer. Bon, la première, c'est sur l'évaluation technique des formateurs. Voilà, la première chose que je voulais dire, ça fait longtemps que je milite là-dessus, que j'essaie d'instaurer ça chez nous en interne. Voilà, on a avec un réseau d'écoles sur un domaine très spécifique qui est la forêt, on a mis en place un certificat européen qui s'appelle European Chainsaw Certificate, ce qu'on a traduit en permis tronçonneuse, dans lequel on a mis en place une évaluation tous les 3 ans, une évaluation continue de la posture des formateurs en tant que formateurs et en tant qu'évaluateurs. Mais également, tous les 3 ans, ils sont évalués sur la maîtrise des gestes techniques. Et si le formateur ne maîtrise plus ses gestes, eh bien, il est suspendu, il ne peut plus évaluer, il ne peut plus former. En attendant qu'il repasse l'évaluation, donc il s'auto-forme pour retrouver la maîtrise des gestes techniques. Donc bravo d'avoir mis ça en place, parce que j'espère qu'on en fera de même dans l'enseignement agricole. L'autre point, c'est une question plutôt sur la partie... autonomie qu'ont les centres dans les choix stratégiques de développement, dans le pilotage stratégique et notamment au niveau des emplois. Dans vos centres, quels sont les employeurs ? Est-ce que ce sont les centres individuellement qui sont employeurs ou est-ce qu'il y a une structure régionale qui est employeur ? Et l'autre question, c'est existe-t-il des passerelles entre les centres ? Quand il y a une baisse d'activité sur un centre, est-ce que les formateurs sont mis à disposition d'autres centres temporairement pour pallier à la baisse d'activité ? Sur le premier point, non, je vais répondre d'abord sur le deuxième. Je vais répondre sur le deuxième, qui est est-ce qu'il existe des passerelles ? Alors, jusqu'il y a très peu de temps, quand on se croyait riche, je sais pas, bon. Un formateur qui n'avait pas d'activité, c'était pas grave, alors qu'il existait une clause de mobilité nationale dans les contrats.
national dans les contrats. Je l'ai fait descendre à régional, parce que je dis franchement, national, c'est pas normal. Mais on ne se posait pas la question. Nous, on est organisé centre et région. Hein, voilà, c'est ça l'organisation. Et la région, les directeurs de centre ne se questionnaient pas entre eux pour savoir, ou mes équipes RH, pour dire, tiens, mais j'ai quelqu'un de disponible. Alors, je pense que ça tenait beaucoup au mythe de demain, ça sera mieux. Pourquoi je passerai aux copains une ressource que j'ai et qui d'ailleurs pourrait être intéressée pour le faire, alors que peut-être que demain, le stage, là, je sens que ça va démarrer. Bon, alors le problème, c'est que statistiquement, les stages où on croit jusqu'au dimanche soir, alors qu'ils sont 3, qu'on va démarrer à 12 le lundi matin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, à un moment donné, et l'économie aidant, ou le besoin d'économie aidant, on a dit c'est assez simple. Donc, aujourd'hui, tout formateur qui va être sans activité est identifié au niveau de la région. On lui pose la question s'il est même d'accord pour une mobilité nationale éventuellement. S'il n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on regarde, ou en parallèle, on regarde aussi au niveau des besoins régionaux. Voilà. Et il faut savoir qu'on a quand même un dispositif chez nous, j'ai oublié d'en parler, mais qui s'appelle le dispositif des itinérants. Donc on a à peu près, je dirais, un peu moins de 10% de nos formateurs qui peuvent intervenir partout en France. Voilà. Donc ça nous aide beaucoup à répondre aux besoins ponctuels, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'était inadmissible d'avoir des personnes qui étaient sans activité. C'était encore vrai il y a encore très peu de temps. Et je peux vous assurer, quand on discute avec ces personnes-là, bien évidemment qu'elles s'inquiètent en plus. Parce que on dit non, mais on ne va pas l'envoyer de Tarbes à Toulouse. Oui, parce que sinon, il va comprendre qu'il n'y a pas d'activité. Mais qu'est-ce qu'il comprend, lui, il voit bien qu'il n'a pas d'activité, tout le monde le sait. Et ça l'inquiète si on ne lui en parle pas. Donc ça a été plutôt bien perçu. Mais il a fallu en même temps expliquer tout ce que les gens pouvaient faire. C'était l'occasion de leur expliquer, mais si tu fais ça, tu pourrais peut-être aussi faire ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est la réponse, je pense, à votre deuxième question. La première, c'était qui était en fait l'employeur. Donc, alors, juridiquement, c'est l'AFPA, il n'y a pas de contrats locaux, mais le management, c'est la direction d'un centre et avec une coordination régionale. Un formateur, je vais prendre il a un patron sur le centre qui est un responsable formation. Le responsable formation reporte à un directeur de centre, mais fonctionnellement, il reporte aussi à un directeur, je vais simplifier, mais un directeur de la formation régionale, et c'est lui aussi qui doit s'assurer d'une cohérence qui n'existait pas vraiment jusqu'à présent. Je le dis très, très clairement, mais ça bouge. Alors, on a passé quand même le message que de s'occuper de ces troupes et de faire en sorte qu'ils aient du boulot, c'était quand même quelque chose d'important. Oui. Est-ce que vous avez mis en place des systèmes de formation pour vos formateurs? Vous évoquiez compétences et donc réflexion sur les besoins à avoir pour pouvoir former. Est-ce que vous avez un système pour former? Est-ce que vous avez un OPCO? Est-ce que vous fonctionnez avec un système de financement? Comment vous fonctionnez? Alors, comme je ne donne pas mon argent à l'OPCO, en retour, l'OPCO ne me finance rien. Bon, là, vous n'êtes pas favorable au financement d'un OPCO? Alors, à titre personnel, si. Voilà, c'est partie des choses que j'ai trouvées en arrivant. Pour l'instant, moi, je trouverais intéressant quand même qu'on le fasse. Alors, c'est particulier, l'AFPA, parce qu'on appartient à un OPCO où il y a aussi, entre guillemets, nos concurrents. Alors pas les entreprises de formation, mais les entreprises elles-mêmes ou les branches professionnelles qui ont des CFA et qui nous disent finalement quand vous formez, alors peut-être que d'ailleurs on est aussi concurrents parfois, alors on collabore, j'ai cru comprendre aussi, mais on est parfois aussi concurrents, mais quand un OPCO que vous ne maîtrisez pas, parce qu'aujourd'hui c'est ça, l'OPCO, pour parler clairement, l'OPCO auquel on appartient, on n'est pas représenté dedans, par définition. Voilà, comment il s'appelle? Excusez-nous. Bon, je suis en train de chercher le nom depuis tout à l'heure. Acto. Ouais. Et ça pose un souci, parce que si vous n'êtes pas représenté, vous n'avez pas d'influence. Si vous n'avez pas d'influence, vous avez du mal à avoir des financements. Et on voit très bien que ceux
qui sont, je vais dire, au conseil d'administration et qui peuvent prendre les décisions, sont plutôt des gens qui disent « Mais attendez, l'AFPA, qu'est-ce que vous venez former des jeunes maçons alors que moi j'ai un CFA du bâtiment ?» Vous voyez, bon. Donc, je ne connais pas toute l'histoire, en tout cas, puis après, il y a des querelles de personnes. Voilà, mais en tout cas, le choix qui a été fait, c'est de dire on garde notre argent pour nous, mais je dis, moi, ma responsabilité, c'est de l'utiliser correctement. Donc, ça veut dire, si par exemple, vous avez un personnel qui vient vous voir et qui vous dit je voudrais montrer en compétences pour avoir un diplôme supplémentaire ou pour aller chercher des compétences bien spécifiques, vous financez leur... Si c'est le projet aussi, si ça correspond au projet de l'entreprise, oui. Et puis après, on peut mobiliser du CPF. Voilà, mais quand vous donnez de l'argent à un OPCO, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, le but, c'est d'en récupérer plus que ce que vous donnez. Bon, mais si moi, j'y vais aujourd'hui, je sais que je vais plutôt récupérer moins que ce que je donne. Donc, je joue solo pour l'instant. Ok, merci. Oui, David Girard, directeur du CFA CFPPA de l'Agrocampus de Saintonge. Écoutez, je vous remercie pour votre présentation. Je n'irai pas jusqu'à vous embrasser, sauf à ce que vous nous disiez que tout ce que vous nous avez présenté là puisse être un livrable clé en main à offrir à notre ministère de tutelle ou à notre GIP. Parce que je dois bien vous avouer que nous, en réflexion au sein des centres, on fait ces constats-là, on fait les mêmes diagnostics. Malheureusement, à l'échelle de nos centres, on n'a pas les moyens de mettre ces politiques-là en œuvre. On essaye d'y réfléchir en réseau, mais je crois qu'on l'a bien vu. Le nombre de collaborateurs de l'AFPA correspond à peu près au nombre de collaborateurs de l'ensemble de nos CFA, CFPPA. Et qu'il me semblerait important que cette problématique-là soit emparée au niveau national et peut-être pas effectivement dans les missions d'un GIP. La chance que j'ai, si vous voulez, c'est que on a une structure centrale, effectivement. Si je suis transparent avec vous, je vais passer pour un mauvais DRH ou un RH plus économique que social, mais je la trouve lourde. En clair, aujourd'hui, si vous voulez, je vous ai dit que les fonctions formateurs, c'est la moitié des effectifs. Ça veut dire que, à contrario, l'autre moitié, c'est quand même des fonctions support, entre guillemets, ce qui me semble... un des problèmes qui est énorme. Un problème, oui. Voilà. Bon. Donc ça, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, quand je vois mes équipes RH, je vois qu'il y a une direction de l'ingénierie, de formation. Bon, c'est confortable de pouvoir compter sur ces gens-là. Voilà. Mais si, je le redis, s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin non plus. Mais je mobilise. Voilà, j'arbitre où est-ce que je mets. J'explique à mes équipes ce que j'attends d'elles, c'est de travailler sur ces sujets-là. Et puis, peut-être qu'il y en a d'autres où ça me semble moins important. J'arbitre aussi. Ils n'étaient pas en sous-activité. Mais par contre, ils n'étaient pas orientés là où il fallait. Ouais. Merci. Marion Ezanik, directrice du CFPPA de Pontivy. De ce que j'ai compris, c'était que du coup, les dispositifs que vous aviez pour vos formateurs et vos managers répondaient à des besoins immédiats de montée en compétences. Est-ce que vous aviez aussi fait un parallèle avec la transformation des métiers? Je pense notamment à toute votre partie supply chain, logistique, sur les évolutions qu'il peut y avoir dans les branches professionnelles. Et est-ce que ça vient aussi nourrir du coup des plans de formation existantes pour répondre aux besoins de métiers d'avenir et de compétences d'avenir sur vos formateurs? Oui, alors ça c'est la partie, je disais tout à l'heure, on a une direction de l'ingénierie de la formation, donc il doit s'assurer effectivement de veiller à quelles sont les compétences propres au métier dont on a besoin, et de mettre les programmes adaptés en face, ou de faire en sorte que les formateurs aillent voir aussi les entreprises. Bon. Mais on a dit qu'on était très transparent. Il y a quelques mois, on s'est rendu compte quand même qu'on devait avoir, je ne sais plus, 280 titres dont le contenu avait évolué sur les 2 dernières années. Je crois que c'est ça de mémoire. Pendant 2 ans, on ne s'était pas posé la question de savoir si nos équipes, les compétences avaient... en gros, ce qu'ils enseignaient était en ligne avec les évolutions du titre. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est de se remettre en ligne. Donc aujourd'hui, c'est le travail que fait la direction de l'ingénierie, de revérifier effectivement que
ce que l'on enseigne correspond bien. Donc c'est les supports de formation, c'est les... Voilà, mais ça, c'est la direction de l'ingénieur qui doit le produire. Quand un professionnel arrive, il arrive avec son expérience, mais nous, on lui produit aussi tout ce dont il a besoin. J'imagine que chez vous, ce n'est pas le formateur qui construit lui-même tous ses propres modules qu'il enseigne. Et donc, on avait manifestement du contenu de formation qui n'était plus vraiment adapté aux évolutions du titre. Voilà, et ça, c'est quand même ami. Ouais, quand je parle du cordonnier, j'emploie souvent une expression à l'AFPA, je dis c'est quand même incroyable. À l'AFPA, c'est que on prend des gens dans des difficultés que j'ai exposées tout à l'heure. C'est la misère sociale, quoi. On est vraiment, enfin, il y a des situations où il n'y a pas grand monde certainement dans cette salle qui en accepterait d'en supporter 10%. On prend ces gens-là, en 7 mois, on les met sur le marché de l'emploi et je vois des gens qui gagnent 2003, 2004 net. C'est ça la réalité. Je veux dire, mes formateurs me disent même, ils gagnent presque autant que moi. Bon, c'est exagéré un petit peu, mais pas loin. C'est pas grave. C'est pas les mêmes contraintes, c'est pas bon. Voilà, mais par rapport à l'expérience professionnelle. Et en même temps, comme dirait l'autre, j'ai des gens chez moi qui finalement, sur des années et des années, ne se posent pas la question de savoir si mes compétences doivent évoluer. Et il me faut longtemps pour mettre à jour des compétences. Vous voyez, ce que je fais super bien pour les autres, comment ça se fait que je n'arrive pas à le faire en interne? Voilà. Bon. Alors je dis tout ça mais je le dis comme ça en interne pour un peu provoquer. J'ai la chance de n'être là que depuis à peine 2 ans. Donc je suis là pour faire bouger des lignes et puis employer les mots qui vont bien. Mais le sujet, il est là. C'est sur les compétences techniques, comme sur les compétences, on l'a dit, pédagogiques, bien évidemment, qu'on doit être... ça, c'est une question permanente. Merci beaucoup, Monsieur Cagnac, pour cette intervention et les réponses aux questions de la salle. Avec manifestement, vous les avez marqués. Il y en a même qui ont eu envie de vous embrasser. Bon, ils se retiendront quand même. Merci Frédéric. Mais ça apporte un éclairage effectivement tout à fait intéressant dans les échanges de cette journée. Encore merci. Du coup, pour compléter, face à ce partage d'expérience d'un organisme similaire au groupe CFPPA-CFA, l'idée était de vous présenter une solution concrète pour la montée en compétences de vos agents, avec une offre faite par notre réseau d'appui aux établissements. Je laisse la parole. Donc du coup, bonjour à vous. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la licence professionnelle FACTAE, que normalement vous avez déjà dû entendre au séminaire des directeurs, probablement, et pour ceux qui étaient au Salon de l'agriculture. Donc c'est une licence professionnelle qui s'intitule « Former et accompagner au changement dans un contexte de transition agricole, environnementale et sociale ». Tu peux zapper. Donc du coup, l'idée de cette licence, elle s'ouvre pour 3 publics, des formateurs en CFA, CFPPA, des conseillers et des étudiants sortant de BTS ou BTSA. Donc elle se structure en 7 modules troncs communs. Certains sont pilotés par l'ENSFEA, d'autres par l'Institut Agro Dijon. Il y a une co-accréditation, je n'ai pas précisé. Donc peu importe le volume horaire, ce n'est pas le plus important. Vas-y, tu peux passer. Et ensuite, il y a deux modules un peu particuliers, enfin 2 options, soit l'option formateur CFA, CFPPA qui est l'UE8 ou une option animateur formateur en organisme agricole qui est l'UE9. Donc il y a une répartition qui s'est faite entre les 2 écoles pour l'animation de ce diplôme. Le calendrier, pour être le plus pragmatique possible, les ouvertures de candidatures sont ouvertes depuis le 4 mars. On commence à examiner les candidatures le 25, fin des candidatures le 7 juin, fin des examens... 4 mars 2024. 2024, il y a une coquille, pardon. Oui, merci. Fin de l'examen des candidatures le 14 juin, commission le 24 juin, et ensuite on passe aux phases d'admission. Pour aller au plus vite et pour vous éviter de distribuer des papiers, je vous invite à flasher le QR code ici présent qui vous donne accès aux infos en termes de coûts,
En termes d'organisation, il y aura le programme d'ici la fin de semaine. L'idée, c'est que la licence pro elle puisse être accessible en 2 ans, en tout cas. Autre possibilité, on ne délivrera pas la licence pro, mais on peut avoir que des parties UC qui permettent de monter en compétence sur certains sujets. L'idée, ce n'était pas d'avoir une licence qui soit disciplinaire, mais plutôt transversale, pour permettre une montée en compétence de bon nombre de formateurs qui n'ont pas le niveau licence, avec ce qui a été évoqué ce matin, et ce qui est dans les obligations des centres de formation, et qui rentre aussi en lien avec le travail que mène déjà l'Institut Agro, sur certains blocs de compétences, et donc là on est en train de travailler dessus. Certains blocs de compétences qui vont être proposés par l'Institut Agro viendront valider en partie des UE que nous proposons dans la licence, ce qui permettra d'avoir une approche commune et de valider la licence. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur ce dernier point. En tout cas, l'idée c'est d'essayer de répondre au mieux à un besoin que vous avez depuis de nombreuses années, si j'ai bien cru le comprendre, sur un besoin de monter en compétence de vos formateurs. Et l'objectif, on espère en tout cas, c'est que ça réponde à ce besoin et que ça puisse vous apporter une montée en compétence tant sur la thématique transition qui est aujourd'hui au goût du jour, je dirais, et qui nous impacte au quotidien, mais aussi sur la thématique formateur, parce que pour la plupart, on a des très bons professionnels, et il faut s'en réjouir, mais la partie transmettre un savoir, ça ne se fait pas comme ça, encore plus avec les nouveaux outils, et donc ça s'apprend. Voilà. Merci à vous et je laisse la suite à ma collègue. Alors, en fait, je pensais qu'on avait bouclé à la fin, mais bon, je vais vous répondre. Alors aujourd'hui, à la compter de la rentrée 2024, elle ne sera accessible que par la VAP, et à compter de 2025, elle sera accessible par la VAE. Merci. Donc moi, je vais vous présenter une expérimentation qu'on est en train de monter au niveau de l'Institut Agro-Dijon, donc d'Éduterre Ingénierie, autour de ce qu'on a appelé une certification à vivre. Donc en fait, là, c'est un dispositif, on voudrait déposer au répertoire spécifique des listes de compétences, puisqu'on n'est pas au RNCP, qui permettrait à des formateurs qui ont déjà suivi un certain nombre de formations, alors je pense par exemple aux formations UC, mais également à d'autres formations qui sont dans les PNF ou les PRF, comme celle autour du positionnement, de la conduite d'entretien d'évaluation, etc. Je vais dire de manière raccourcie, des blocs de compétences qu'ils pourraient développer en fait à partir justement du cumul de ces formations déjà suivies. Donc on est en train de réfléchir sur un certain nombre de blocs qu'on pourrait inscrire au répertoire spécifique. Là, vous en voyez quelques-uns. Construire et animer des situations d'apprentissage, se situer en tant que professionnel des UC, concevoir un dispositif de formation ou bien, pour les directeurs, piloter un centre de formation par l'approche capacitaire. Donc l'idée, là, je vais vous expliquer rapidement la diapo. Si vous avez le diaporama, vous verrez qu'il y a un film en fait, qui explique. C'est par exemple, vous avez un formateur dans un centre qui a suivi un certain nombre déjà de formations dans le cadre de sa professionnalisation. Ce formateur se dit, effectivement, j'aimerais bien être qualifié, donc il va venir s'inscrire dans un parcours. On va lui faire passer un entretien de positionnement. En fait, notre idée, c'est de travailler la double piste. On fait dans la formation ce qu'on aimerait qu'il se passe dans les formations réellement. Donc, il passe un entretien de positionnement, il détermine un parcours de formation avec la personne qui sera son référent, son tuteur, en fait. Puis après, dans son centre, il va être amené à vivre avec un sujet qu'on va lui donner en début de son parcours. Il va être amené à vivre un certain nombre de situations qu'il vivra en situation réelle de travail. Il va avoir à rencontrer des collègues qui vont être plus expérimentés que lui, enfin participer à un certain nombre de choses. Il aura des entretiens intermédiaires avec son tuteur pendant le parcours et à la fin, il pourra valider donc une certification. L'idée étant de pouvoir avoir une certification qui se fait chemin faisant et en étant en situation de travail. Comme vient de le dire Hervé, l'idée est de développer effectivement un certain nombre de blocs. Donc si par exemple, là il y a une formation, on en a parlé l'autre jour avec la région Bourgogne-Franche-Comté, qui va se rouvrir sur les fondamentaux de la FOAD, qui va être mise au PNF, des gens qui vont en suivre cette formation-là, par exemple, pourront dire que ça constitue une brique dans un bloc,
pourront commencer à effectivement monter ce parcours et en fonction du choix qu'ils feront, hein, s'ils veulent plutôt aller sur l'évaluation en situation professionnelle, aller sur d'autres parcours de formation, voir comment cela s'intègre effectivement dans la construction de ce bloc. Donc là, cette idée, c'est effectivement, donc je vous dis pour l'instant, c'est une expérimentation, donc on aura besoin de candidats dedans. Ça pourra être soit se mettre en place par la voie de la professionnalisation, comme je viens de vous le décrire, à partir de situations vécues en situation de travail, mais également pour certaines par la voie de la VAE, parce que des gens ont déjà des parcours qui sont déjà suffisamment construits. Vous y avez fait référence ce matin, des personnes qui ont déjà 30 ans d'expérience, ça peut permettre aussi de reconnaître quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, donc il y aurait 2 voies éventuellement de formation, hein, qui permettraient d'obtenir le bloc. Et puis voilà, le contact chez nous, donc c'est Catherine Bellouet, hein, qui s'occupe de ça. Mais comme vient de le dire Hervé, pour l'instant, c'est 2 choses qui ont été pensées indépendamment. L'idée étant de voir si on peut mettre, non pas en équivalence, mais en correspondance, ces 2 parcours, de façon à ce que des gens qui rentreraient chez nous puissent obtenir une UE, en l'occurrence, de la licence FACTA-S, et de voir les correspondances. Donc ça, c'est un travail d'ingénierie qui nous reste à faire, mais l'idée est bien de faire correspondre les 2 parcours, de façon à ce que vous ayez, en fonction des publics que vous avez, différentes voies d'accès au diplôme, soit en étant plutôt en situation de travail, soit pour des gens, par exemple, qui ont besoin d'une qualification effectivement peut-être plus rapide, passer par une licence. Voilà un peu l'idée qu'on aurait au niveau du parcours de professionnalisation. Oui, alors il y a des questions. Oui, donc Laurent Rousseau, directeur du CFPPA de Dijon-Quetigny, mais aussi, puisque j'avais participé à la réunion au titre de l'Andira, la demande était vraiment celle-là. C'est qu'on ait vraiment cette correspondance et cette possibilité. Ce que j'évoquais, c'est qu'on a des formateurs qu'on va faire rentrer à un moment donné de façon ponctuelle, et on va s'apercevoir au bout de 2-3 ans que le ponctuel est devenu régulier. Et en fait, si on n'a rien engagé, le parcours de professionnalisation devient lourd. Alors qu'en effet, si on peut se dire, chaque année, on lui fait passer ce qui va être un petit bout, ce qui nous permet, nous, de valoriser aussi et de faire monter en compétence les gens, mais au moins, une fois qu'il s'avère, et on en a, je pense, plein d'exemples dans tous les centres, de gens qui sont rentrés un jour sur une simple vacation et un remplacement, et puis qu'on retrouve 3 ans plus tard coordonnateurs, parce que les choses, les marchés ont fait qu'on a pu les conserver. Et si on peut les basculer sur les licences, sans leur dire, en fait, tu as tout à recommencer, ou tu démarres de zéro, vraiment, là, je pense qu'on tient quelque chose. Il faut qu'on voit comment on l'harmonise. Moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est qu'au travers des animateurs de réseau, il y a un contact qui soit pris pour qu'il y ait une présentation et de la licence et de ce parcours Capucé qui soit fait au niveau des réseaux, de manière à ce qu'il y ait des discussions régionales pour voir après aussi quelle déclinaison et quelle amplification régionale il peut être pris. Et dernier point, on l'a vu dans le cadre de notre accompagnement qu'on fait sur la certification UC, enfin pas la certification, mais sur l'accompagnement à la certification des jurys UC. On a aussi fait monter en compétences des gens en région, qui ont une vraie expertise, qu'on met en valeur au travers de ces jurys régionaux. Donc voilà, je pense que là, on tient quelque chose. Et vraiment, mais là, en termes de communication, moi, je propose ça aujourd'hui, je le pose, mais qu'on puisse avoir ce retour au travers notamment du réseau des animateurs, des animatrices régionales, de manière à ce que l'info arrive bien dans les centres et puis que ça puisse engager des réflexions de montée en compétences régionales. Alors, par rapport à ce que tu dis, les animatrices de réseaux régionaux, puisque c'est que des femmes, sont actuellement à Dijon. Donc on a effectivement commencé le dialogue avec elles hier à ce propos. Voilà. Timing parfait. Donc voilà, je voulais saluer le travail des 2 instituts sur le DNA, parce que c'est vrai qu'il y a eu des sollicitations, et que ce soit l'ANSFEA ou l'Institut Agro, voilà, vous êtes mobilisés pour apporter une réponse et des outils, alors qui ne sont pas encore complètement aboutis et dont on a besoin effectivement de les mettre en place, mais on peut relever et saluer le fait que vous êtes en mouvement spécifiquement pour nos publics, là, puisqu'on est bien sur 2 actions qui concernent directement, spécifiquement les personnels qui sont en CFA, CFPPA, et c'est quelque chose qu'il faut quand même, qu'il faut vraiment saluer.
Tous ces outils sont en route, mais ces outils, ils ne pourront aussi être utilisés et à pleine mesure que quand on aura défini que chaque centre aura défini sa stratégie, que chaque centre pourra être en capacité d'évaluer l'écart de compétences, ce que présentait tout à l'heure au niveau de l'AFPA, c'est oui, au regard de ce qu'on doit faire, où est-ce que les personnels en sont directement. Et sur la question de l'animation pédagogique, il y a un vrai sujet parce que l'évaluation des formateurs, ça reste vraiment un vrai sujet en termes de compétences pédagogiques. Voilà. Et là, on sait qu'à côté de ça, il y a le DNA qui vient proposer des outils qui se modernisent et qui sont en phase aussi, parce que c'est là aussi il faut montrer aussi l'effort qui a été fait, c'est d'être raccord avec ce que l'on vit nous autour de la compétence professionnelle. On redisait ça, on ne peut pas avoir et apprendre aux gens d'une certaine manière et qu'on n'utilise pas les mêmes manières pour nous monter nos personnels en compétences. Et je reprends l'histoire du cordonnier. Effectivement, nos centres, on peut aussi le dire, que nos centres de formation ne sont pas les plus apprenants justement pour les personnels. Et ça sera un vrai travail à faire, mais toujours avec des outils d'évaluation et une stratégie qui est derrière. Voilà, mais merci encore. Je peux prendre la parole. Si je peux prendre la parole, je ne sais pas si ça marche le micro là, ouais, ça marche. Ok. Oui, dans la poursuite de mes collègues, bien sûr, je suis très heureux du travail qui est fait là. Et pour rebondir sur l'intervention de vous, monsieur de l'AFPA, j'ai bien apprécié la partie module socle. Je ne sais pas si tu as vu, Estelle, il y a un module socle au départ de 14 heures qui nous permettrait de répondre à une demande de qualification, d'attestation de formation tout du moins, qu'on a vu apparaître dernièrement sur notamment des formations, des habilitations des centres de formation pour de la capacité type ACACED ou Certibiocide, pour citer un autre ministère. Donc on a besoin, mais le besoin il est là, hein, c'est marqué dans la note, donc on a besoin d'une... Enfin, oui, c'est demandé en tous les cas. On a besoin d'une attestation de formation de formateur. C'est toute l'obligation qu'on a, c'est très vague, mais de ce que j'entends, ça correspond bien au module socle que j'ai vu apparaître dans votre slide sur l'AFPA et qui pourrait être intégré dans le parcours que tu évoquais là tout de suite, et je trouve ça très intéressant. Alors, intéressant à double titre, parce qu'on a besoin de former nos formateurs, effectivement, ça a été bien souligné, mais aussi parce qu'on fait appel beaucoup à des intervenants extérieurs. C'est aussi ça la force d'un CFPPA. On ne peut pas vivre sans intervention, sans aller chercher des compétences ponctuellement à l'extérieur, ce qui pourra poser des problèmes de contrat. Éventuellement, il y aura du travail pour les personnels qui seront embauchés sur le GIP notamment, de mise aux normes de tout ça. Mais en tout cas, on cherche des compétences à l'extérieur et on a besoin de former à chaque fois. Système qualité oblige, mais aussi vraie qualité de nos formations, à souligner qualité et qualité. Mais voilà, donc il faudra former aussi des intervenants extérieurs pour garantir cette harmonisation de la qualité de formation en tous les cas. Alors, effectivement, on avait bien entendu cette demande qui avait été formulée par Laurent au moment du séminaire des directeurs, donc on en a reparlé depuis. Donc l'idée, c'est de mettre en place une petite formation courte, on va dire de formation de formateurs, ce qui est ce que vous nous avez demandé, de façon à ce que cette formation, comme tu dis, moi je dirais peut-être une formation pivot, c'est-à-dire que cette formation-là, elle puisse intégrer n'importe lequel des blocs. En fait, ça serait quelque chose. Après, la détermination, elle est en fonction de l'orientation qu'on souhaite donner. Mais là, ça pourrait être effectivement une première formation qui constituerait une première marche du bloc. Et puis, comme le disait Laurent, pour des gens qui ne renouvellent pas, ça s'arrêtera là. Mais pour des gens qui ont l'intention de s'inscrire dans les métiers de la formation, c'est après quelque chose, une première marche au parcours. J'en profite pour redire effectivement que suite à la demande qui avait été faite également là, pour la question de la formation sur les fondamentaux de la FOAD, je le répète, vient d'être mise au PNF. Donc elle sera réouverte, on est en train de chercher des créneaux, mais donc ça sera une formation avec 3 heures de parcours asynchrone et ensuite 3 heures de classe virtuelle. Donc c'est les créneaux de classe virtuelle qu'on essaye de positionner en fonction du nombre de personnes qui voudront s'inscrire et qui vous permettra d'avoir la fameuse attestation pour les formations à cassette, Certibiocide et Certifito, quoi. Voilà.
Oui, j'avais encore une petite précision à ajouter, c'était sur la question de l'agilité des formations. Je vous ai parlé d'intervenants extérieurs, ça veut dire aussi autres contraintes. Et je pense que, alors tu parlais de module de formation de formateur FOID, très bien, ça c'est super, avec du distanciel et un peu de présentiel en visiosynchrone, c'est parfait. Je pense qu'on a besoin d'outils, voilà, d'outils de cette façon-là, soit sur des plateformes en ligne et qui soient vraiment une mise en situation de je suis un stagiaire en e-learning et j'apprends donc à être formateur en e-learning, quoi. Ça fonctionne? Ouais. Je vais essayer de chercher les mots pour les dire de façon posée. Bon, déjà, bravo pour le travail, parce qu'on avait effectivement besoin de ce genre de formation. J'espère que ça ne sera pas une énième formation, comme on a les titres pro de l'AFPA, de formateurs, les titres pro chez les Greta aussi, de formateurs. Et on a toujours une approche, comme dans la formation initiale scolaire, c'est l'approche du formateur dans sa salle de classe. Aujourd'hui, alors je parle pour mon centre, hein, moi j'ai besoin de formation sur l'apprentissage des gestes professionnels. C'est la posture du formateur dans les plateaux techniques. Et aujourd'hui, on n'a pas de... Il n'y a pas de formation qui existe. Alors on a essayé de travailler là-dessus, on a des propositions à faire, mais il faut vraiment qu'on collabore là-dessus, puisqu'aujourd'hui on a un certain nombre de vacataires ou de professionnels qui interviennent dans nos formations. Et aujourd'hui on a besoin de les professionnaliser sur l'apprentissage du geste et la gestion des plateaux techniques, la gestion des chantiers. Et aujourd'hui on a vraiment besoin de ces compétences-là. À la limite... ouais, plus la transmission, voilà, des savoir-faire que la posture du formateur dans une salle de classe qui aujourd'hui, pour moi, je pense elle est acquise dans le centre. Et voilà, j'aimerais qu'on aille vraiment au-delà de cette posture-là, quoi. Alors, c'est pas pour répondre, mais on a déjà eu, enfin, j'ai entendu les échanges qu'il y avait eu, on s'était eu au téléphone. En tout cas, il y a des discussions pour effectivement... alors, je ne connais pas l'échéance parce que je ne m'occupe plus de ce dossier directement, mais en tout cas, pour en fait créer un parcours qui permettrait ça. En fait, comme on a un parcours conseiller, avoir un parcours formateur plateau technique, enfin après à définir, et qui serait plutôt conduit probablement par les travaux que vous avez menés en lien avec ce que vous avez déjà fait concernant les travaux forestiers. Voilà. Merci. Donc, merci à Hervé et Estelle pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour les questions que vous avez pu poser. Encore un grand merci à Monsieur Cagnac pour son intervention de grande qualité. Nous arrivons donc au terme de cette première partie d'après-midi.